Salut à toi, bienvenue sur le podcast Motion Life Teach. Alors aujourd'hui encore un podcast qui n'en est pas vraiment un, ce sera encore une rediffusion d'un interview et je le ferai à chaque fois, je pense qu'à chaque fois que je mettrai un interview sur la chaîne, je le rediffuserai aussi en podcast. Puisqu'encore une fois, comme je t'ai expliqué la dernière fois, un interview c'est quand même un contenu qui est vraiment facile à écouter en podcast, du coup c'est pratique. Aujourd'hui, j'interview Alexis de la chaîne Alex sur Blender. Alexis, il est formateur sur Blender, il est formateur sur Unreal et formateur sur Unity. C'est voilà, quelqu'un qui est très très bon, qui est excellent. Il a l'avantage d'avoir appris la 3D entièrement seul, en autodidacte, depuis maintenant 8 ans. Donc crois-moi, tous les conseils qu'il a donnés valent vraiment, vraiment le coup. Et du coup, je t'en dis pas plus, je te laisse avec l'interview d'Alexis. Jingle. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors salut Alexis, merci d'être avec moi aujourd'hui sur la chaîne Motion Life Teach pour cette interview. Voilà, c'est super, t'as aussi une chaîne du coup sur YouTube, t'es aussi formateur sur Blender, sur Unity, sur Unreal. Justement, j'aimerais que pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, comprendre un petit peu quel a été ton parcours pour en arriver là, d'accord ? Quelles sont les étapes que t'as dû effectuer pour arriver à l'état où t'en es aujourd'hui, et puis après nous expliquer un petit peu exactement ce que tu fais en termes de formation, comment tu formes les gens, à quoi, et voilà, si je vais sur ta chaîne, qu'est-ce que je vais y trouver, quoi. Alors j'ai commencé en fait il y a à peu près 8 ans à m'intéresser à la 3D, donc c'était vraiment par passion, parce que j'adorais les films d'animation, donc Pixar, etc. Mais également parce que j'adorais tout ce qui était graphisme dans les jeux vidéo et j'achetais même des jeux pour les graphismes uniquement et même pas pour le jeu, juste pour voir en fait les graphismes, comment ils étaient faits. Donc c'est vraiment une passion en fait, l'image, le réalisme, etc. Donc je me suis intéressé à ça et j'ai découvert Blender il y a donc 8 ans quand j'étais en 6e. Et donc là, j'ai commencé à me former en fait en regardant des tutos sur YouTube. Et ça a été assez difficile parce que j'ai eu du mal à trouver des bons tutos ou alors les personnes étaient trop techniques, c'était pas vraiment adapté aux débutants. C'est là que je me suis dit que j'allais créer une chaîne YouTube pour justement adapter les vidéos à tout le monde, que ce soit une personne âgée qui s'intéresse à Blender mais qui est pas forcément forte en informatique, ou une personne qui a par exemple, je sais pas moi, 10 ans et qui souhaiterait commencer la 3D. Donc j'ai commencé en fait ma chaîne YouTube, donc il me semble que c'était en 2016. Et j'ai fait un premier tuto qui était vraiment basique, c'était comment modéliser un verre sur Blender. Et c'est un tuto qui a bien fonctionné. Aujourd'hui, c'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Aussi, c'est normal parce elle date beaucoup, donc je pense que c'est pour ça. Mais j'ai eu pas mal de commentaires de personnes qui m'ont dit que c'était bien expliqué, que je prenais le temps et que j'allais pas dans des termes trop techniques pour eux. Et du coup, le but de ma chaîne, c'est vraiment que quand on regarde une de mes vidéos, on est à un point A, donc je sais pas faire ça. On arrive au point B, je suis arrivé à le faire. Et même si on n'a pas trop tout compris, par exemple, c'est pas grave, on a le résultat. En fait, ce que je me suis dit, c'est il faut vraiment que les personnes qui regardent mes tutos, ils ont un résultat, en fait. Parce que c'est ça qui motive. Si on arrive à la fin du tuto et qu'on n'y arrive pas forcément, on va se démotiver. Et vu que c'est un logiciel un peu compliqué, ça serait dommage. Donc je me suis dit, il faut que les gens ils ont un résultat. Donc si on regarde une vidéo modélisation d'un verre, à la fin, il faut que tout le monde ait un verre sur son Blender. Je sais pas, un tuto sur les textures, il faut qu'à la fin, tout le monde ait arrivé à appliquer ces textures. Et le but, c'est qu'à chaque vidéo, les gens, ils arrivent à quelque chose et ils se disent, ah ouais, c'est bien. Et ils apprennent comme ça, quoi. Ok, écoute, super. Bon, du coup, ceux qui regardent, allez voir la chaîne d'Alexis, évidemment. Évidemment. Et sinon, ouais, ta question sur les formations. Alors, en fait, donc là où j'habite, il y a un cyberespace. Et en fait, j'y allais quand j'étais petit en fait, on faisait de la création de jeux vidéo en 2D. J'adorais aussi tout ce qui est création de jeux vidéo. Donc, on y allait avec des potes, on était un petit groupe et on allait créer des jeux vidéo là-bas. Donc, on avait à disposition des PC, on avait un formateur, on avait une petite salle pour nous, c'était vraiment super. Et comme j'ai commencé un petit peu la 3D, je me suis dit, j'allais apprendre aux gens là-bas à faire de la 3D. Donc, j'ai demandé au responsable du cyberespace, il m'a dit oui. Et du coup, après, j'avais une petite salle, je sais pas, on était peut-être 8, 12 personnes, je dirais. Et j'avais un rétroprojecteur et puis je présentais Blender et puis on faisait tous les tutos de base. Et j'ai vraiment adoré expliquer aux gens comment faire, comprendre où c'est que ça bloquait, aller vers eux, leur expliquer, là, il faut appuyer sur ça, pourquoi ça marche pas, etc.
Et c'est là que je me suis dit, je pourrais continuer ma chaîne, parce qu'en fait, ma chaîne, j'étais pas à fond dessus, je faisais peut-être 6-7 vidéos par an, même pas. Vraiment à l'époque, quand j'ai commencé. Et c'est là que je me suis dit, ouais, il faudrait que je m'y mette un peu plus. Donc je me suis mis un petit peu plus, mais sans plus au final. Et il y a à peu près 2 ans et demi à peu près, j'ai découvert les personnes qui vendaient des formations en ligne sur plusieurs sujets. Donc moi, j'ai acheté des formations en ligne, que ce soit sur Udemy ou d'autres plateformes, par exemple pour Unreal Engine, Unity, etc. Et j'ai trouvé que c'était bien parce qu'on avait un contenu peut-être un peu plus pro que sur YouTube, avec une meilleure qualité, ça prenait plus le temps d'expliquer. J'ai vu qu'on apprenait vraiment bien comme ça, et donc je me suis dit, je vais aussi vendre des formations, et ça me permettra aussi d'avoir un revenu supplémentaire, ça peut être sympa. Donc je me suis beaucoup intéressé à ça, à l'entrepreneuriat, à toutes ces personnes qui vendent des formations, et au marketing, notamment sur Internet, comment vendre, comment tout ça. Et du coup, ma deuxième passion, c'est aussi le marketing sur Internet. Grâce au fait que je me suis mis à vendre des formations, j'ai adoré faire mon site, faire mon marketing, faire mes emails, etc. Et donc, j'ai commencé, je dirais, il y a 2 ans, en vendant ma première formation sur Udemy, qui a bien fonctionné avec des bons avis. Et du coup, après, 1 an après, je me suis dit que j'allais faire mon propre site et vendre des formations peut-être un peu plus chères que sur Udemy, mais plus qualitatives, avec plus de contenu. Et toujours dans l'optique que les personnes arrivent à un point A et arrivent ensuite à un point B avec un bien meilleur niveau. Et ce qui est assez sympa, c'est que j'ai des élèves, par exemple, qui ont 70 ans, 75 ans même. Et via mon site, on peut échanger. Donc, je peux, par exemple, les aider s'ils ont une petite question. Et, et voilà. Du coup, je suis assez content de ce que j'ai fait pour l'instant. Ouais. Excellent. Bah écoute, ça c'est vraiment excellent. C'est un truc qui est plutôt original, on va dire, dans le domaine. Il y a peu de gens aujourd'hui que je connais qui sont dans la 3D qui font ce type de choses. Les gens vont plutôt vers du studio ou vers du freelancing. Et ça c'est vraiment cool. Ça permet de voir qu'il y a d'autres possibilités aussi de gagner sa vie avec la 3D. Justement, il y a un truc qui m'intéresse. C'est, voilà, aujourd'hui tu as un certain niveau pour pouvoir expliquer tout ça à tes élèves, que ce soit en live, comme tu dis, expliquer au Cybercafé, dans tes formations, même sur YouTube. Quel a été le process pour toi? Comment tu as fait pour atteindre ce niveau? Où est-ce que tu as été chercher l'information? Comment tu as appris finalement les logiciels que tu utilises aujourd'hui? Principalement, je les ai appris en fait via YouTube ou les plateformes de formation. Donc ça a vraiment été ça. En fait, ce que je faisais, c'est que tous les jours, je me disais, il faut que je me fasse au moins 1 ou 2 tutos sur YouTube. Donc en fait, je sais pas, par exemple, je rentrais le soir du collège, j'arrivais sur l'ordi, j'allais sur YouTube, et puis je tapais tuto Blender, je regardais un peu ce qu'il y avait, je lançais Blender, puis je refaisais pareil. Et je sais pas, j'aimais bien, ça me faisait kiffer de faire ça. Et donc au fur et à mesure, je regardais des tutos. Et donc après, on commence à comprendre comment le logiciel fonctionne, on commence à regarder des tutos un peu plus compliqués. Et, et on commence du coup à avoir forcément un petit niveau sympa. Et après, ce que je faisais du coup pour me perfectionner sur Blender, c'est que je coupais les tutos. Et je me suis dit, il faut que je fasse une création, peu importe ce que c'est, mais sans tuto. Donc ça pouvait être par exemple des objets ou quelque chose abstrait. Parce que moi j'aime beaucoup aussi tout ce qui est art abstrait en 3D, animation abstraite, etc. D'accord. Tout ce qui est motion design, du coup? De quoi? Tout ce qui est motion design, du coup, j'imagine que ça doit te plaire? Ouais, j'aime bien aussi tout ce qui est motion design, etc. Voilà. Et tout ce qui est un peu moderne, futuriste, science-fiction en mode animation, même si ça représente pas quelque chose qui existe, quoi, j'aime beaucoup. Donc bref, j'ai regardé beaucoup de tutos et à force de refaire sans regarder les tutos, j'ai commencé à comprendre comment fonctionne Blender et tout le workflow, en fait, comment il faut faire pour réaliser telle chose sur le logiciel. Ouais. D'accord. Pour que les gens se rendent compte, combien d'années tu as mis pour en arriver là? Alors, pas mal d'années, parce que je dirais, ça fait 8 ans que je fais du Blender, environ. Et je dirais que si je m'étais mis vraiment à fond, c'est-à-dire peut-être 2 heures par jour, tous les jours, j'aurais pu arriver au niveau où j'en suis beaucoup plus vite. Peut-être en 2 ans, je sais pas, 2 ans, 3 ans, je sais pas. Mais vu que moi j'ai pris le temps, j'étais vraiment pas dans l'optique de faut que je me forme, j'étais vraiment par plaisir, je faisais ça de temps en temps le soir. Donc j'ai pris bien sûr un peu plus de temps. Donc je dirais 8 ans pour arriver là où j'en suis, mais je dirais que quelqu'un qui se forme tous les jours peut arriver à mon niveau en 6 mois, 1 an, c'est possible. Même moins, je dirais.
Justement, pendant que tu t'es formé du coup à Blender, donc du coup comme tu disais tous les soirs en regardant des tutos, est-ce qu'il y a un moment tu te dis ok, c'est bon j'ai compris, je peux y aller? Parce que bah, en tout cas moi quand je me souviens quand j'ai démarré la 3D, au début c'est vraiment une nébuleuse le truc, hein, tu comprends absolument pas ce que tu fais. À quel moment, est-ce que tu en as eu un déjà? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit ok en fait c'est bon j'ai compris comment ça marche, je peux avancer beaucoup plus sereinement? Parce que moi je me souviens quand j'ai démarré il y avait toujours ce stress de ok est-ce que je vais savoir le faire, est-ce que ça va marcher, est-ce que mon ordi va cramer? J'exagère mais je pense que tu comprends ce que je veux dire. Moi, je me souviens qu'il y a eu un moment où j'ai eu un déclic en disant ok, en fait, c'est comme ça que ça fonctionne, et maintenant tout va bien se passer. Est-ce que tu as eu ce moment-là ou pas? Bah, alors, c'est-à-dire du stress parce que tu avais envie d'en faire ton métier? Parce que tu savais Non, déjà non. que tu voulais en faire ton métier Alors, je savais que je ou... voulais en faire mon métier, mais c'était pas exactement ça le problème. Le problème, c'était quand j'ouvrais le logiciel. Au début, c'était vraiment, voilà, peu importe ce que je faisais, et finalement, j'avançais complètement dans le flou. Je faisais que suivre le tuto sans vraiment comprendre Ouais. le pourquoi du comment. Et il y a un moment, j'ai eu un déclic qui faisait, ok, maintenant je sais pourquoi je fais ça, et j'ai besoin d'aller voir un tuto pour comprendre, on va dire, l'aboutissement de cette action précise. Et je comprenais comment on enchaînait les actions, et du coup, je pouvais avancer tout seul. Il y a eu un moment où j'ai eu un déclic comme ça. Est-ce que toi aussi tu as eu ce moment-là? Et si oui, comment tu l'as eu? Qu'est-ce qui a fait que tu as compris finalement et que tu pouvais te débrouiller seul en fait? Que tu avais besoin d'un tuto pour te porter, si je puis dire. Alors oui, il y a eu une sorte de déclic, on va dire, mais c'était plus... comment dire, c'est pas arrivé d'un coup comme ça du jour au lendemain, ça a pris, on va dire, du temps pour que je me rende compte qu'en fait, même sans tuto, j'arrive à réaliser à peu près ce que je veux. En fait, j'osais pas essayer sans tuto faire quelque chose parce que je me sentais pas capable. Et même encore aujourd'hui, quand par exemple une entreprise me contacte pour faire quelque chose, je me sens tout de suite peut-être pas capable. En fait, j'ai pas trop confiance. Je sais pas pourquoi, j'ai pas trop confiance en est-ce que je vais arriver à le faire sans regarder un tuto. Mais c'est vraiment en me mettant devant Blender et en me disant je regarde pas tuto. Là, j'ai mon cube, j'ai ma scène 3D, j'ai mes menus, machin. Je me débrouille, il faut que je fasse ce que j'ai envie de faire. Et je me suis dit, ah bah en fait, je sais faire tout simplement parce qu'en regardant les tutos, je me souviens que dans tel menu on peut faire ça, dans ça on peut faire ça. Et ce qui est bien c'est quand on arrive à ce moment-là, qu'on arrive à être un peu plus autonome, c'est qu'on arrive à se former sur quelque chose de bien précis qu'on veut. Et pas regarder juste des tutos débutants, génériques pour faire telle chose, mais vraiment, il y a quelque chose en particulier qu'on veut faire, on le tape sur Internet, on trouve la solution. Et à partir de ce moment-là, je trouve qu'on progresse beaucoup plus vite. D'accord. Donc, Donc pour voilà. toi, à partir du moment où on commence à chercher des choses, non plus pour apprendre, mais pour régler nos problèmes, Mm. tu as l'impression d'évoluer et d'apprendre beaucoup plus vite dans ce que Ouais. tu fais. Ok. Ah, c'est hyper intéressant, ça, stop. Très bien. Alors, est-ce que tu viens de me dire du coup que tu faisais parfois des prestations pardon, pour justement des clients. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus, comment ça fonctionne pour les gens qui nous écoutent, quel est le process, les gens te contactent, voilà, à partir du moment où la personne t'envoie un mail par exemple, qu'est-ce qui se passe derrière, quel est le process, comment ça marche la création d'un film pour un client? Alors à chaque fois, moi, ça n'a pas été de très gros projets, sauf dernièrement, là, mais je vais en parler. Donc, pour donner quelques exemples de projets, j'ai par exemple un magicien qui m'a contacté, c'était il y a quelques mois, enfin en début d'année plutôt, et il m'a demandé en fait de lui faire une animation d'une carte qui vient se plier d'une certaine façon. Et après, son but, lui, c'était de l'incruster sur une tablette et de faire un tour de magie en réel. Et en fait, cette personne m'a contacté par mail. Et donc, je lui ai dit, bah ok, je vais voir ce que je peux faire, je vais lui faire une animation. Et donc, je lui ai fait une petite animation. C'était une animation qui durait peut-être 5 ou 10 secondes. Et ensuite, je lui ai facturé tout simplement l'animation. Et il avait sa vidéo, il est content. Et aujourd'hui, je garde toujours contact avec lui puisqu'il est en train de monter une plateforme de vidéo 3D pour les magiciens. Donc, je vais peut-être l'aider justement à publier des vidéos dessus. Donc, c'est des vidéos qu'il va vendre en fait à l'unité pour les magiciens. Pour donner d'autres exemples de clients, là, je travaille avec une entreprise qui fabrique des scanners pour le plastique. Donc, en fait, c'est des gros scanners qui font peut-être même 12 mètres de long, certains, et qui vont vraiment dans des usines, vraiment là où la matière première sort. Et en gros, ce qu'ils m'ont demandé, c'était de refaire leur machine en 3D et également de créer un salon virtuel où on va présenter en fait chacune des machines, les animer et montrer ce qu'elles savent faire, etc. pour combler le fait que cette année, il n'y a pas de salon pour présenter leurs machines et qu'ils aimeraient faire ça en fait virtuellement. Donc ça, c'est un autre projet que j'ai fait. Donc j'ai fait ça cet été. Le mois dernier, là, c'était en juillet pendant un mois et on va reprendre en septembre le projet du coup.
D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu plus le procédé, par exemple, sur le projet que tu as en juillet? Comment se passe la relation client? Qu'est-ce que t'envoies, qu'est-ce que toi t'envoies au client? Comment tu t'assures que tu sois payé, etc. Je sais que j'ai Ok. beaucoup de personnes qui me regardent, qui veulent être freelance, et ça, ils savent pas comment faire. Ils savent pas, voilà, comment je facture le client, combien je le facture, comment ça marche, comment je gère les Ok. retours, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire. Voilà. Qu'est-ce que tu peux expliquer un petit peu de toi, comment tu travailles à ce niveau-là? Alors, j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est vraiment que cette année où je commence à faire de la prestation de service pour les entreprises. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à trouver un prix, à comprendre comment ça marche également. Donc, pour te donner une idée, par exemple, la première prestation de service que j'ai fait en début d'année pour le magicien, bah, en fait, j'ai tout simplement dit au gars de m'acheter tant de cours sur mon site pour Ok. payer au lieu de Ok. faire une facture, en fait. Ça marche. Parce que- Donc, voilà, c'est un peu débutant, on va dire. Je lui ai dit, bah écoute, achète-moi tel cours et tel cours, ça fait tant et ça paye la prestation. Donc, D'accord. Pourquoi pas. c'est ce qu'on a convenu, donc c'est assez marrant. Et pour l'autre entreprise, là, le gros projet, en fait, au début, il m'a demandé donc que je lui fasse un devis avec un prix. J'ai commencé à chercher sur Internet combien ça pouvait se facturer, mais j'ai vraiment eu du mal à trouver. Et du coup, bah, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a tout simplement pris comment dire, en tant que, enfin, en job d'été, quoi, tout simplement, mais en télétravail. Donc en fait, j'étais en télétravail, j'avais des horaires vraiment très libres. Le but, c'était qu'on arrive au résultat à la fin du mois. Et après, il m'a fait tout simplement une fiche de paye, en fait, tout D'accord, simplement. ok. Donc t'as été engagé, d'accord. Ok, ça marche. Voilà, c'est ça. Ok, top, c'est cool. Et du coup, en septembre, quand tu dis tu reprends, tu reprends du coup en télétravail avec eux. Ouais, alors en fait, en septembre, ça va être dans le cadre d'une alternance, vu que je vais faire une licence en marketing digital. Donc cette entreprise va me prendre pour qu'on améliore le site web, pour qu'on fasse toutes les stratégies marketing, publicité sur les réseaux sociaux, etc. Mais également, quand je parle du site web, ça prend en compte aussi les illustrations 3D, les animations 3D qu'on veut mettre en place pour rendre le site web plus interactif. Donc ce qui est bien, c'est que ça mélange ma passion pour la 3D et ma passion pour le marketing digital. Donc voilà, en septembre, ça va être dans le cadre de l'alternance, du coup. Excellent. Voilà. Ok, top. Bah écoute, c'est excellent. Euh, J'aimerais savoir, du coup, toi, tu nous l'as expliqué, ça fait presque 8 ans que tu fais de la 3D maintenant. T'as certainement dû avoir des sacrées galères et des trucs où tu t'es bien pris la tête. Justement, par rapport à ça, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui démarre aujourd'hui? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, voilà, vers où tu le dirigerais et quel conseil que tu pourrais lui donner pour pas qu'il galère comme toi, par exemple? Qui perdent trop de temps, en fait, c'est Voilà, ça? qu'il évite en fait finalement les erreurs que tu as faites. Bah, moi, je pense que le meilleur, ça va être de déjà suivre des tutos tous les jours, peut-être se dire un tuto par jour et de le refaire. Et pour ceux qui veulent vraiment avancer plus vite, ça va être de prendre une formation. Donc, peu importe la personne. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir les conseils perso qu'on va pas retrouver forcément sur YouTube. Les erreurs qu'on va faire, par exemple, dans mes formations, je partage, j'ai des vidéos qui s'appellent erreurs à ne pas faire et je montre les erreurs en modélisation à ne pas faire que j'ai fait en boucle à l'époque et qui me faisaient perdre du temps et qui me faisaient recommencer des projets. C'est-à-dire, je quittais Blender, je supprimais ma sauvegarde et je recommençais du début parce que j'avais tout foiré à cause de deux petits trucs pas ouf, quoi, on va dire. Et donc, ce qui est bien, je pense, avec les formations, donc moi, je me suis formé aussi avec d'autres formateurs. Donc, même si je vends des formations, je me forme quand même avec d'autres formations. C'est juste qu'ensuite, je vais apprendre des choses, je vais réadapter avec ma pédagogie, etc. Et ce que j'aime bien, justement, c'est le partage des conseils personnels des gens en fonction de leur expérience. Donc moi, on va dire que mes seules expériences en 3D, ça a été mes projets perso pour moi et le fait d'apprendre aux gens dans un cyberespace. Ça m'a appris des choses, mais je commence que cette année les prestations de services pour entreprises. Donc, je donne pas forcément de conseils au niveau des devis, le freelance, etc. Ça, j'en parle pas dans mes formations, mais je donne par exemple des conseils pourquoi il faut plutôt modéliser comme ça que comme ça, ce genre de choses en fait. Je pense qu'on peut gagner beaucoup de temps en apprenant tout de suite la bonne technique ou la bonne manière d'approcher la situation. Donc je dirais se former et même sur YouTube, il y a des très bonnes vidéos, très bonnes chaînes YouTube, surtout en anglais pour ceux qui arrivent à regarder en anglais, qui sont gratuits et qui donnent vraiment de super tips sur Blender ou la 3D en général
pour éviter justement de faire des erreurs. Ok, bah écoute, ça c'est très bien et je pense à noter. Moi aussi, du coup, je partage souvent le fait qu'il faut pas avoir peur de l'anglais. Il y a plein de très très bons contenus en anglais et c'est vraiment dommage de se couper de ça parce que je sais pas toi, mais moi aujourd'hui, par exemple, la quasi-majorité des formations que je regarde sont en anglais. En fait, en français, je trouve plus de contenu en fait. Donc du coup, on est bien d'accord là-dessus. Bah écoute, ça c'est plutôt une bonne nouvelle du coup parce que ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu es la preuve vivante qu'on peut savoir faire de la 3D et se former tout seul sans passer par une école. Et ça, c'est excellent. Comment t'as ressenti finalement ce process de formation pendant 8 ans? Est-ce que ça t'a paru facile, tranquille, ou est-ce que finalement, il y a un moment tu te dis j'aimerais bien avoir une école quand même pour... Bon après c'est un petit peu différent parce que comme tu l'as dit, tu l'as fait pour le plaisir. Mais voilà, est-ce que ça te paraissait difficile ou finalement est-ce que ça te paraissait naturel? Comment t'expliquer? En fait, vu que j'étais pas en mode je vais travailler dans ça, ou alors j'étais pas en mode j'avais pas vraiment de deadline, on va dire. J'étais pas en mode il faut que j'apprenne, il faut que. J'étais en mode j'ai du temps libre, je vais me faire plaisir, je vais me faire un peu de 3D. Et donc c'est passé vraiment tranquille. En fait, ces 8 ans, ça a été juste je faisais mes images, je les montrais à mes potes, je les montrais à mes parents. C'était sympa, puis je continuais, je faisais mes petites animations. Et c'était juste ça en fait. Et donc, c'est passé, on va dire, assez tranquille. Bon, après, je me suis quand même posé la question, est-ce que je veux travailler dans la 3D? Donc, est-ce que je vais faire une école de 3D ou pas? Et j'ai réfléchi. Et là, pareil, je sais pas pourquoi je croyais pas trop au côté artistique, en fait. Alors moi, je sais pas, je me disais, ça se trouve, faut savoir bien dessiner, faut savoir tout ça. Et vu que c'était pas vraiment mon cas, je sais pas pourquoi, j'ai pas creusé plus le sujet. Et je me suis dit, bah bon, je vais peut-être pas faire d'école de 3D. Et je suis parti en fait sur l'informatique, donc sur mon BTS avec la programmation. Mais pendant le BTS, je me suis vraiment rendu compte que ça me plaisait pas du tout D'accord. et que j'avais vraiment envie de partir plus sur ma passion. Et c'est là que je me suis dit, bah c'est pas grave, j'ai pas fait d'école de 3D, mais je peux quand même faire quelque chose. Et là, je me suis vraiment mis à fond sur ma chaîne. Et c'est vraiment durant mon BTS, en travaillant tous les soirs à fond, que j'ai pu commencer à vivre de la 3D via ma chaîne YouTube, via les prestations de services avec les entreprises. Et, et voilà, en fait. Donc, ouais, j'ai pas fait d'école. Je regrette pas forcément d'en avoir fait une ou pas. J'ai bien aimé mon parcours autodidacte, on va dire. Mais c'était vraiment tranquille puisque je me stressais pas en mode c'est ça que je vais faire plus tard. Je savais pas vraiment ce que je voulais, quoi. D'accord. Est-ce que pour toi, tu penses que ça a été un avantage que justement il n'y avait pas de pression et que du coup tu y allais à ton rythme? Ouais, je pense que si t'es passionné en fait de 3D quand t'es jeune, je sais pas, t'as 10 ans, t'as 11 ans, t'es passionné par la 3D, bah tu vas apprendre régulièrement sans te forcer, ça va pas être comme du travail en fait. C'était pas du travail pour moi, je m'amusais. C'était exactement pareil que si j'allais jouer à un jeu vidéo, quoi. Je veux dire, j'arrivais le soir, je lançais Blender, je regardais un tuto, je m'éclatais autant que si je jouais à un jeu vidéo sur mon ordi avec mes potes par exemple. Donc forcément, ça passe mieux, c'est pas considéré comme du travail, et donc ça permet de pas stresser, de prendre le temps d'apprendre, surtout quand tu es jeune, que tu as 10 ans, 11 ans, 12 ans. Je veux dire, tu as le temps avant d'avoir un bon niveau dès que tu vas rentrer dans le monde du travail. Donc je pense que quand tu es jeune, attaquer tout de suite par passion, c'est un avantage. Après, si jamais tu as envie de te reconvertir professionnellement, tu as envie de plus te mettre dans la 3D, si ça te passionne vraiment, ça va passer un petit peu mieux, mais tu vas quand même te mettre un peu plus de pression. Euh, donc voilà. Après, moi, c'était plus par, par loisir comme ça, en fait. Ok. Mais c'est excellent en fait que quand on parle comme ça, que j'aime beaucoup la comparaison quand tu dis voilà, moi que je joue à un jeu vidéo ou que je fasse de la 3D finalement c'était pareil. C'est excellent parce que finalement c'est la meilleure manière d'apprendre je pense. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient prendre exemple là-dessus en termes d'investissement. Parce que c'est la manière la plus facile de s'investir finalement dans la 3D. Donc ça c'est plutôt excellent. Alors j'aimerais revenir sur un truc du coup, moi sur ta chaîne qui m'a marqué, c'est que il y avait Blender et il y avait Unreal Engine et Unity. Alors c'est deux logiciels qui sont en train d'exploser en ce moment. Qu'est-ce que tu veux me dire là-dessus? Surtout que moi, du coup, c'est des logiciels que je connais pas du tout. Donc voilà, ça va être intéressant pour moi, intéressant aussi pour les gens qui suivent ma chaîne, parce que j'arrête pas de leur dire allez voir ces logiciels alors que moi j'y vais pas. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces logiciels? Comment tu les as appris aussi? Et puis voilà, comment tu les sens? Quel avenir tu leur donnes? Unity et Unreal Engine, j'ai pas encore de tuto là-dessus sur ma chaîne YouTube. C'est juste des logiciels que je fais comme ça aussi par plaisir encore. Unity, je dirais que je touche pas trop énormément. C'était plus il y a quelques années quand je m'intéressais beaucoup à la création de jeux vidéo. Unreal Engine, je m'intéresse de plus en plus, mais je me forme pas encore tous les jours dessus. Je veux dire, je pense pas encore que j'ai le niveau de former quelqu'un sur Unreal Engine. J'aimerais plus tard proposer des formations sur Unreal Engine.
Mais pour l'instant, je me sens pas encore capable de proposer une formation sur ça. Je suis toujours en train d'apprendre. Et je dirais que j'y passe pas encore énormément de temps dessus. J'aimerais. J'ai un peu du mal à gérer mon temps. Mais j'aimerais plus partir en ce moment sur Unreal Engine pour changer un petit peu de Blender, parce que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur YouTube sur Blender. J'ai envie de changer un petit peu, de faire un peu d'Unreal Engine. Donc là, je vais voir pour me former. Je suis en train de regarder les formations que je peux prendre sur ce logiciel. Surtout qu'il y a Unreal Engine 5 qui va sortir, qui va être assez bien. Donc j'aimerais bien euh, être au bon moment quoi, quand Unreal Engine va sortir. Donc c'est pas encore des logiciels que je maîtrise à fond et que je pourrais vraiment en parler, même si j'ai déjà fait quelques petits projets comme ça, pareil, juste par le plaisir, des petits jeux vidéo, des petites choses. Sinon, pour parler d'Unreal Engine et d'Unity, c'est deux logiciels que j'adore. Je préfère un peu plus Unreal Engine que Unity. Graphiquement, je trouve qu'on peut aller beaucoup plus loin, surtout qu'il y a des jeux sur les consoles comme PlayStation 4 ou même PlayStation 5 bientôt qui vont sortir sur Unreal Engine. Donc ça prouve un peu le moteur graphique, la puissance. Ça veut dire qu'il y a des développeurs, des grosses entreprises qui travaillent sur Unreal Engine. Et c'est un logiciel qui est déjà qui est gratuit. Après, si on veut vendre son produit, bien sûr, il faut acheter une licence, ce qui est normal. Mais ça veut dire qu'on peut apprendre dessus, que tout le monde peut apprendre dessus. Et je trouve que le rendu visuel est super bon et qu'il y a moyen en fait de s'amuser facilement sur Unreal Engine. C'est pas si compliqué ça, je trouve. Si compliqué que ça, pardon, je trouve, ouais. D'accord. En comparaison, par exemple, avec Blender, notamment le moteur de rendu Eevee, Hmm. est-ce que est-ce qu'il y a un rapport ou finalement est-ce que ça n'a rien à voir? Alors je dirais que oui, parce qu'en fait, Eevee sur Blender, c'est en temps réel. C'est vraiment comme un moteur de jeu vidéo, on va dire. Unreal Engine, c'est la même chose, mais je pense que c'est un peu mieux qu'Eevee. Je sais pas. Après, il faudrait que je fasse des tests de comparaison. Mais comme Unreal Engine, c'est vraiment un moteur de jeu, je pense que c'est plus adapté pour faire du jeu vidéo. Après, c'est pas la même chose. Je veux dire, Blender, ça va être pour faire une animation, ça va pas être pour faire quelque chose d'interactif. Alors que sur Unreal Engine, je vais vraiment pouvoir faire quelque chose d'interactif. Où je vais pouvoir me balader dans une scène, mais ça peut être aussi professionnel. Ça peut pas être forcément qu'un jeu vidéo. Là, sur Unreal Engine, je peux par exemple faire une maison que je vais vendre à quelqu'un. Par exemple, voilà, l'architecture de la maison est comme ça, et la personne va pouvoir se balader dedans, ouvrir les portes, allumer les lumières, allumer la télé, interagir en fait avec l'environnement, ce qu'on peut pas vraiment faire sur Blender, à part à l'époque quand il y avait le moteur de jeu Blender Game, Qui a disparu du coup maintenant. qui a disparu du coup maintenant. Du coup, pour moi, c'est deux choses très différentes. Et donc, Unreal Engine, ça va vraiment être le côté interactif, le côté soit jeu, soit interactif, et Blender, le côté une vidéo, tout simplement. Donc, pour moi, ouais, c'est deux choses différentes, et c'est pas forcément pour la même chose. Ouais. D'accord, ok. Ok, je te posais cette question parce que justement, nous, dans le métier de l'industrie du cinéma, on est en train de voir un truc qui est assez étonnant. C'est qu'il y a de plus en plus de projets de cinéma qui utilisent Unreal Engine, notamment pour les décors. Parce Oui, qu'en fait, l'avantage du temps réel, c'est que ça veut dire que sur le tournage, tu peux changer tes décors directement. Alors c'est assez dingue, hein, mais en gros, ils arrivent à projeter les décors en 3D directement derrière l'acteur. C'est notamment ce qu'ils ont fait pour The Mandalorian. oui, ok. Et du coup, voilà, le temps réel et l'avantage du temps réel de Unreal Engine commence vraiment à être apprécié finalement des artistes, et même les artistes qui veulent faire de la vidéo et qui n'ont pas besoin de ce temps réel finalement et ni de cette interaction. D'où ma question, parce que c'est vraiment en train de devenir un truc énorme. Et il faut savoir que Epic, maintenant Epic, du coup, qui est la boîte qui gère Unreal Engine, a fait un énorme partenariat avec Disney, du coup, qui gère les Star Wars, etc. Donc comme quoi ça va bouger, et du coup c'est pour ça que je conseille vraiment aux gens d'aller voir ces logiciels, et ce que je dois faire aussi. Donc du coup c'est plutôt excellent que tu touches à ça, et c'est plutôt très intéressant. Donc finalement j'ai encore envie de conseiller aux gens qui regardent cette interview, dès que Alexis a fait un tutoriel sur Unreal, mais foncez quoi, foncez. Mais écoute, Alexis, c'est plutôt excellent. Écoute, moi j'ai un peu fini tout ce que je voulais te demander. Ok. Voilà, t'as amené pas mal de réponses hyper intéressantes, donc c'est vraiment excellent. Est-ce que tu as un truc à rajouter? Est-ce que tu as un truc que tu voudrais toi ajouter par rapport à tout ce que tu viens de dire, ou même par rapport à autre chose, quelque chose qui te paraît important de dire et que tu n'as pas eu l'occasion? Ouais, si vous souhaitez apprendre un logiciel, faut pas avoir peur au début quand on le lance. Faut pas se dire c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Faut regarder des vidéos et puis faut y aller petit à petit. Voilà, en fait, ce que je conseillerais à tout le monde, ce serait vraiment de créer une habitude dans sa journée, une habitude qui va répéter pendant des mois, des années, et qui va faire qu'il va devenir bon dans ce domaine. Et pour moi, les habitudes, c'est vraiment quelque chose de super, mais vraiment je dirais dans la vie en général. Par exemple, quelqu'un qui veut se mettre au sport, au lieu d'y aller à fond, il peut très bien faire 10 minutes par jour.
10 minutes par jour, c'est rien. S'il le répète sur un an, ça fait une différence. Pour moi, c'est la même chose pour apprendre un logiciel. C'est-à-dire, tu vas apprendre Unreal Engine, tu te dis 30 minutes par jour, c'est rien. Tu peux sûrement trouver dans ta journée ces 30 minutes et les répéter pendant un an et tu es sûr qu'au bout d'un an, tu auras un bon niveau. C'est obligé. Donc, en fait, créer une habitude, ça permet d'avoir l'impression de ne pas donner beaucoup d'efforts. C'est-à-dire, on donne 10 minutes par jour, 20 minutes par jour. C'est assez facile. Et ça permet d'avoir de gros résultats sur le long terme. Donc, je dirais vraiment à tous ceux qui souhaitent apprendre de se créer, en fait, une série d'habitudes dans sa journée qui va t'amener à de gros résultats. Ça peut être dans n'importe quel domaine au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Même pour, par exemple, ceux qui veulent apprendre l'anglais, pour regarder ensuite des tutos en anglais, par exemple, et vraiment, prenez 5 minutes, 10 minutes par jour, c'est rien du tout en temps. Et répéter fois 365, c'est énorme. Donc, vraiment, je conseillerais à tout le monde de créer des habitudes qui peuvent changer les choses, quoi. Ok, écoute, je pense que c'est un excellent conseil personnellement. Je me permettrais de rajouter un petit truc pour l'anglais. Aujourd'hui, on est beaucoup de gros consommateurs de séries et de films. En tout cas, moi personnellement, je le suis beaucoup et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui regardent cette interview qui le sont. Moi, la clé qui a fait que j'ai pu apprendre l'anglais, c'est de mettre les sous-titres en anglais. De regarder les séries en anglais et les sous-titres en anglais. Ça demande peu d'efforts si c'est un effort de compréhension, mais au moins tu te distrais en regardant une série et tu apprends en fait finalement l'anglais en même temps. Ça te permet de ne pas totalement perdre ton temps. Écoute, c'est plutôt excellent. Écoute, pour terminer, Alexis, les gens qui nous regardent, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Quelles sont les adresses de tes sites peut-être? Du coup, ta chaîne YouTube, on en a parlé. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres endroits où ils peuvent te retrouver? Alors, sur YouTube, simplement, ma chaîne s'appelle juste Alex. Donc, il suffit juste de taper Alex Blender, Alex Tuto Blender, ou même juste Tuto Blender sur YouTube. Et en général, sur ma miniature, je me mets en photo. Donc, les autres ne se mettent pas forcément. Donc, on me repère assez facilement. Donc, ma chaîne YouTube s'appelle Alex. Et mon site, donc je donne l'adresse, c'est alexissimino.podia.com. Donc, j'ai pas encore de nom de domaine. Faudrait que je m'achète un nom de domaine. Mais voilà, c'est alexissimino.podia.com et Simino, c'est C-I-M-I-N-O. Ok, voilà. Bon, le lien de toute façon sera dans la description pour les gens qui veulent aller jeter un œil. Et j'espère que les gens iront jeter un œil parce que je pense que ça vaut réellement le coup. Écoute, Alexis, dis-moi. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Je te remercie du coup, c'était vraiment super de faire ça et j'aime beaucoup aussi ton travail, donc un grand merci en tout cas. Merci à toi Alexis, merci pour toutes les réponses que tu as données, je suis sûr que ça va aider un maximum de monde, en tout cas moi je pense que c'était vraiment des réponses qui peuvent apporter beaucoup de valeur, donc c'est vraiment top. Et puis voilà, à très vite, à très bientôt, et à bientôt sur ton boulot sur YouTube en tout cas. Merci beaucoup Alexis. Yes, merci, à bientôt. Salut. Voilà, cette interview est terminée. J'espère que Alexis aura pu te donner des conseils qui vont t'aider dans ta vie et qui vont te permettre d'aller plus loin. Ce que je te propose maintenant, c'est si tu as aimé ce podcast, je vais encore faire ma petite auto-promo, s'il te plaît, si tu as aimé ce podcast, va mettre 5 étoiles ou même 0 étoiles si tu as envie, mais va mettre une petite note sur le podcast sur iTunes ou sur Podcast Addict ou sur Stitcher ou ce que tu veux pour pouvoir en fait simplement permettre à ce podcast de monter dans les vues, dans les écoutes et qu'il soit découvert par plus de monde et qu'on soit du coup de plus en plus dans cette communauté et Dieu sait que ça peut être vraiment sympa s'il y a beaucoup de monde. Deuxièmement, si ça t'a plu, tu peux aller plus loin en 3D parce que évidemment faire un podcast c'est très intéressant, ça te permet d'apprendre beaucoup de choses mais tu ne pratiques pas de la 3D et la seule réelle manière d'apprendre la 3D c'est de pratiquer sur un ordinateur. Donc pour ça, sur ma page d'accueil sur teach.motion-live.com, il y a un petit onglet tout en bas qui s'appelle les 7 erreurs à découvrir quand on est débutant en 3D. Tu cliques là-dessus et ça va te permettre en fait de recevoir par jour, pendant 7 jours, une vidéo qui va t'expliquer toutes les erreurs des débutants et comment les éviter. C'est une excellente introduction pour arriver dans la 3D et ça te permet d'apprendre en pratiquant. Donc ça vaut vraiment le coup, crois-moi. De toute façon, c'est gratuit, donc tu n'as rien à perdre. Et il suffit de te rendre sur teach.motion-live.com si tu n'as pas encore regardé ces 7 erreurs. Sinon, je te dis à très vite pour un prochain podcast. Merci beaucoup. Ciao.